Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Mythologie grecque, le mythe des 5 races, par Hésiode. Le mythe des races métalliques ou mythe des âges de l'humanité est un récit anthropogonique de la mythologie grecque qui fait pendant au mythe prométhéen. Il est rapporté pour la première fois par Hésiode, dans les Travaux et les Jours au 8e siècle avant Jésus-Christ, et repris ensuite par d'autres auteurs. Le mythe hésiodique, les 5 races. Dans les Travaux et les Jours, poème didactique composé en grec ancien, le poète Hésiode distingue 5 races d'êtres humains successives, dans lesquelles l'existence, d'abord idéale, se dégrade progressivement. Chacune de ces races est créée par les dieux de l'Olympe, et vient à s'éteindre après un temps déterminé. L'âge d'or et les hommes d'or. La race d'or est créée lorsque Cronos règne encore au ciel. Les hommes à cette époque ne travaillaient pas et vivaient en accord parfait avec la faune et la flore, les sacrifices étaient donc inexistants. Les hommes n'étaient pas à proprement parler humains, ainsi, ils ne se reproduisaient pas, mais étaient semés. Les saisons étaient inexistantes, ils vivaient dans un printemps éternel. La nature était d'ailleurs bienfaitrice, mère nourricière, et leur fournissait tout sans aucun effort. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas, mains, bras et jarrets toujours jeunes, ils s'égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Mourant, ils semblaient succomber au sommeil. Ceux-là vivent des récoltes que la terre donnait d'elle-même et, après leur mort, sont changés par Zeus en bon génie de la terre, gardien des mortels, dispensateur de la richesse. Version versifiée par Hésiode, début de citation. Quand les hommes et les dieux furent nés ensemble, d'abord les célestes habitants de l'Olympe créèrent l'âge d'or, 8, pour les mortels doués de la parole. Sous le règne de Saturne qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient comme les dieux, ils étaient libres d'inquiétude, de travaux et de souffrances, la cruelle vieillesse ne les affligeait point, leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur, et loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins, riches en fruits délicieux et chers aux bienheureux immortels. Ils mouraient comme enchaînés par un doux sommeil. Tous les biens naissaient autour d'eux. La terre fertile produisait d'elle-même d'abondants trésors, libres et paisibles, ils partageaient leurs richesses avec une foule de vertueux amis. Quand la terre eut renfermé dans son sein cette première génération, ces hommes, appelés les génies terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels, ils observent leurs bonnes ou leurs mauvaises actions, et, enveloppés d'un nuage, 9, parcourent toute la terre en répandant la richesse, telle est la royale prérogative qu'ils ont obtenue. Double guillemets fermant. Explication des strophes sur l'âge d'or et les hommes d'or.
Hésiode, après avoir établi la commune origine des dieux et des hommes, fait de l'âge d'or une description brillante, mais contradictoire avec ce qu'il a raconté dans la Théogonie des malheurs arrivés sous le règne de Saturne. De ces deux traditions du bien et du mal, laquelle est la plus ancienne? L'une n'est-elle qu'une fiction, l'autre appartient-elle à l'histoire? Le clerc préfère le récit de la Théogonie à celui des travaux et des jours. D'abord il trouve que l'attentat de Saturne envers son père, qu'il détrôna, s'accorde mal avec cette innocence qu'Hésiode attribue à l'âge d'or. En second lieu, ce qu'on rapporte de cet âge ne lui paraît appuyé sur aucun fondement historique. Les monuments des Hébreux prouvent qu'avant et après le déluge, l'histoire du genre humain n'a été que celle de l'injustice et du crime. Si nous nous souvenons, dit-il, que l'action de Saturne se passa peu de temps avant Abraham, nous comprendrons aisément que tant d'innocence n'a pu être le partage des colons de la Grèce. Enfin, l'ignorance de ces premiers siècles, étranger aux arts et à la civilisation, ne lui semble pas supposer de grandes vertus ni un grand bonheur. C'est dans les temps de barbarie que les passions se déploient avec le plus de fougue et de férocité. Alors les dieux étaient aussi cruels, aussi violents que les hommes. Le clerc ne dissimule pas que, d'après l'opinion de plusieurs savants, cette peinture de l'âge d'or figure l'état du genre humain avant la chute d'Adam et d'Ève, mais il ne pense pas que les Grecs aient pu conserver le moindre souvenir de ce bonheur si court dont jouirent nos premiers parents dans le paradis terrestre. Il croit plutôt qu'Hésiode n'a fait que retracer un âge d'or idéal. Dans une société déjà corrompue, l'imagination aime à se rejeter vers le passé comme pour échapper au présent. Beaucoup de poètes, à l'exemple d'Hésiode, ont accusé leur siècle et loué les siècles antérieurs. La plupart de ces observations de Leclerc ne manquent pas de justesse, mais un fait qu'elles ne détruisent pas, c'est la croyance générale de l'Antiquité à un état primitif de bonheur et d'innocence. Le berceau de presque toutes les religions repose dans un Éden. La longévité des hommes avant le déluge dans la Bible, la supériorité de leur force antérieurement au siècle d'Homère dans l'Iliade, attestent l'existence de cette opinion qui attribuait à l'espèce humaine plus voisine de la création une nature moins imparfaite et presque divine. En effet, quand le monde entier ne consistait encore que dans une seule famille, les vices et les crimes n'avaient pas eu le temps de naître et de se développer. Si les premiers habitants de la Terre étaient peut-être moins heureux dans cet état sauvage, il y avait entre leur âme et leur corps une sorte d'harmonie, de vigueur et de beauté. À mesure que la famille s'étendit et se dispersa, les intérêts se divisèrent, les besoins, les passions se multiplièrent et se combattirent, l'homme devint sanguinaire, cruel, impie. De là l'idée de déchéance qui plane sur toutes les religions de l'Antiquité. Hésiode a donc suivi à son insu la tradition qui consacrait cette idée cosmopolite, mais il l'a suivi en adoptant également ce que les Grecs rapportèrent des premiers temps de leur histoire. Ainsi dans la Théogonie il raconte le crime de Saturne envers Uranus et dans les travaux et les jours il fait le tableau du bonheur du genre humain sous ce même Saturne. Comme d'un côté les souvenirs mythologiques des Grecs ne remontaient pas au-delà d'Uranus et de Saturne, et comme de l'autre tous les peuples anciens croyaient à une époque primitive de félicité et d'innocence, il a consacré ces deux traditions sans réfléchir sans doute à ce qu'elles offrent de disparate. Remarquons toutefois que ce n'est point dans le même poème qu'il les a confondues. Ainsi, prises isolément, elles ont chacune leur vérité relative. L'opinion sur l'identité d'origine des dieux et des hommes, antérieure sans doute à Hésiode, lui a survécu, puisque Pindare commence ainsi sa 6e Néméenne. L'origine des hommes et des dieux est la même, c'est d'une seule mère que nous avons tous reçu le souffle de la vie. Julien dit dans un fragment de lettres, page 291, T1, et dit « Spantaeus, on dit qu'il est Dieu et Jupiter sont homogènes avec nous, etc. » Dans la mythologie grecque, la terre est appelée la mère commune de tous les êtres, dans la Théogonie, 126, elle enfante le ciel. Retour plusieurs anciens grammairiens ont cru qu'Hésiode parlait ici des héros à cause de cet hémistiché et Saménois, qu'est Virgile a rendu par ses mots obscurcia et septi, et ils ont fait dériver leur nom de aéro. Eustate, Iliade, Chemin, V3, et le grand étymologiste s'y sont trompés eux-mêmes. Mais ainsi ils remarquent avec raison que les héros et les génies ne sont pas ici la même chose. Hésiode, suivant Proclus, divise en 4 classes la hiérarchie céleste et humaine. Dans la première il place les dieux, dans la seconde les génies, dans la troisième les héros et dans la quatrième les hommes. Ces génies, agents intermédiaires entre Jupiter et les rois, président à la justice et distribuent la richesse parmi les mortels.
représentants de la divinité sur la terre, s'ils restent subordonnés aux dieux, leur pouvoir invisible et protecteur s'élève au-dessus de la puissance humaine. Il y a de l'analogie entre ces génies et les anges des Hébreux dans la Bible. Retour. La race d'argent, parce qu'elle se montre coupable d'hybris, connaît le mal et la douleur, ils ne savaient pas s'abstenir entre eux d'une folle démesure. C'est aussi le début de l'agriculture, pour la première fois les hommes doivent creuser la terre afin d'obtenir le blé. Elle fut finalement ensevelie par Zeus, courroucé de ne les voir rendre aucun hommage aux dieux. Version versifiée par Hésiode, début de citation. Ensuite les habitants de l'Olympe produisirent une seconde race bien inférieure à la première, l'âge d'argent qui ne ressemblait à l'âge d'or ni pour la force du corps ni pour l'intelligence. Nourri par les soins de sa mère, l'enfant, toujours inepte, croissait, durant 100 ans, dans la maison natale. Parvenu au terme de la puberté et de l'adolescence, il ne vivait qu'un petit nombre d'années, accablé de ses douleurs, triste fruit de sa stupidité, car alors les hommes ne pouvaient s'abstenir de l'injustice, ils ne voulaient pas adorer les dieux ni leur offrir des sacrifices sur leurs pieux autels, comme doivent le faire les mortels divisés par tribus. Bientôt Jupiter, fils de Saturne, les anéantit, courroucés de ce qu'ils refusaient leurs hommages aux dieux habitants de l'Olympe. Quand la terre eut dans son sein renfermé leurs dépouilles, on les nomma les mortels bienheureux. Ces génies terrestres n'occupent que le second rang, mais le respect accompagne aussi leur mémoire. Explication sur les strophes d'Hésiode concernant l'âge d'argent et les hommes d'argent. Hésiode, dans le tableau de l'âge d'argent nous montre la race humaine déjà dégénérée, les enfants restent pendant 100 années, amollis par une éducation efféminée, auprès de leur mère, et leur intelligence est lente à se développer, cet état de mollesse et d'ignorance les porte aux actes de violence et d'impiété. Ce nombre de centaines pendant lesquelles se prolonge l'enfance prouve qu'il ne faut pas assigner à chacun de ces âges la durée précise des générations ordinaires comme Airborne à 30 ans. Quoiqu'Hésiode dise que les enfants, une fois parvenus à l'adolescence, ne vivaient que peu, leur vie entière, n'eût-elle été composée que du temps de l'enfance, était encore plus longue que celle des héros de l'Iliade. Hésiode en effet rapporte une tradition qui se rapproche plus que la tradition homérique du berceau de l'univers. Le mot de génération dans les travaux et les jours entraîne donc l'idée d'un espace de temps d'une longueur indéterminée. C'est dans l'Orient que la Grèce a trouvé le modèle des âges du monde. Il y a dans les écrits des Indiens 4 yugas en 4 âges destinés à la durée du monde. La première période, Krita ou Satya Yuga, a duré 3 200 000 ans, la seconde, Treta Yuga, 2 400 000 ans, la troisième, Dwapara Yuga, 1 600 000 ans, la quatrième, Kali Yuga, doit durer 400 000 ans, dont 5 000 environ sont déjà écoulés. Les hommes vivaient d'abord 100 000 ans, puis 10 000 ans, ensuite 1000 ans, maintenant ils ne vivent plus que 100 années, ainsi la durée de la vie diminue à mesure que la corruption s'accroît. Dans le Zendavesta, la grande période de 12 000 ans, pour la lutte des deux principes, se divise en 4 âges. Dans le premier, Ormu règne seul, dans le second, Ahriman commence à paraître, dans le troisième, qui est l'âge présent, Ahriman combat Ormu, dans le quatrième, qui est l'âge futur, le mauvais principe doit l'emporter jusqu'à la fin du monde, où le bon principe dominera pour toujours. La Grèce, comme on le voit, a réduit l'énormité de ses calculs à des proportions moins gigantesques, mais on trouve encore dans cette partie de ses croyances plus d'exagération que dans les autres, d'où l'on peut conclure que l'empreinte des types orientaux est ici plus frappante. La race de bronze ou la race d'airain. La race de bronze est une race guerrière, fille des frênes, terrible et puissante, également coupable d'hybris, elle finit par s'anéantir elle-même. Version versifiée par Hésiode, début de citation, le père des dieux créa une troisième génération d'hommes doués de la parole, l'âge d'airain, qui ne ressemblait en rien à l'âge d'argent. Robustes comme le frêne, ces hommes, violents et terribles, ne se plaisaient qu'aux injures et aux sanglants travaux de Mars, ils ne se nourrissaient pas des fruits de la terre, et leur cœur impitoyable avait la dureté de l'acier. Leur force était immense, indomptable, et des bras invincibles s'allongeaient de leurs épaules sur leurs membres nerveux. Ils portaient des armes d'airain, les reins composaient leur maison, ils ne travaillaient que les reins, car le fer noir n'existait pas encore. Égorgés par leurs propres mains, ils descendirent dans la ténébreuse demeure du froid Pluton sans laisser un nom après eux. Malgré leur force redoutable,
La sombre mort les saisit et ils quittèrent la brillante lumière du soleil. Fin de citation. Que dire de ces strophes? Simplement que la haine engendre la guerre, qui met au monde la folie qui conduit une société exclusivement tournée vers les massacres, le pillage de leurs voisins ou de leurs concitoyens, à la mort spirituelle puis corporelle, qu'elles viennent de leurs propres mains ou de leurs victimes survivantes qui de rage et de désespoir les assassinent jusqu'au dernier, tout comme on arrache les mauvaises herbes d'un jardin autrefois beau et productif mais où ne poussent désormais que des os blanchis. Commentaire rédigé par Pascal Cusson. La race des héros, plus juste et plus brave, est celle des demi-dieux engendrés par les immortels venus s'unir avec les mortels. Leurs histoires sont racontées dans les épopées antiques, la plupart périssent lors de la guerre des 7 chefs puis à la guerre de Troie, et les plus méritants sont placés par Zeus dans les îles des bienheureux. Fin de citation. Explication concernant les strophes précédentes concernant les héros. Hésiode dit que l'âge des héros fut plus juste et meilleur que l'âge précédent, mais, comme l'observe Leclerc, combien celui-ci ne dut-il pas être criminel, puisque celui-là nous montre les forfaits de la famille d'Édipe, et les guerres des 7 devant Thèbes, et l'enlèvement d'Hélène et le siège de Troie. Ce siècle est appelé celui des héros et des demi-dieux, parce que les hommes se distinguèrent par leur bravoure, et parce qu'ayant eu pour auteur de leur jour un mortel et une déesse ou bien une mortelle et un dieu, ils participaient également à la nature divine et à la nature humaine. Il y avait 3 villes de Thèbes dans l'Antiquité, la première aux 7 portes, fondée par Cadmu dans la Béotie, la seconde aux 100 portes, en Égypte, et la troisième, appelée Hippoplacie, en Cilicie. Celle dernière, suivante Zézé, était située auprès d'Atramitium, lieu ainsi appelé d'Atramito, frère de Crésus. Et Théocle et Polynice se disputent les troupeaux d'Édipe, car dans ces temps primitifs les troupeaux composaient la plus grande partie des richesses royales. Homère nous montre souvent les fils de rois gardant des troupeaux et des brebis. L'enlèvement de ces animaux était ordinairement l'objet de leur première guerre. Cette vie pastorale, à laquelle la muse bucolique rattache des idées de paix, d'innocence et de bonheur, n'était alors qu'une cause de brigandage et de rapine. Il y a loin des paisibles bergers de Virgile et de Théocrite à ces hommes violents et farouches qui dans les siècles héroïques s'arrachaient la vie pour s'enlever leurs troupeaux. L'idée de l'île des bienheureux est évidemment prise dans ce passage de l'Odyssée, chemin 4 volt 561, pour toi, c'est Proté qui parle, ton destin n'est point, ô accent circonflexe Ménéla, ô accent circonflexe nourrisson de Jupiter, de périr dans ergot féconde en coursier, ni de connaître le trépas. Mais les immortels t'enverront aux Champs-Élyséens, aux extrémités de la terre, c'est là que règne le blond Rhadamante et que les humains jouissent d'une vie fortunée. Jamais de neige, jamais de longs hivers, jamais de pluie, l'océan envoie sans cesse les douces haleines du zéphyr pour rafraîchir les hommes. Strabon, Livin, CI, dit que les îles des bienheureux furent ainsi appelées parce qu'on les croyait heureuses, à cause du voisinage de ces lieux décrits dans l'Odyssée. Il les place vis-à-vis la Morusie, vers le couchant, du côté de l'extrémité occidentale de l'Ibérie. D'après Diodore de Sicile, Livre 5, c. 82, le continent opposé à ces îles ayant été ravagé par de longues pluies, les fruits de la terre se corrompirent et la famine amena la peste, mais les îles, rafraîchies par un air sain et abondant en fruits, rendirent leurs habitants heureux. Macario. C'est leur fertilité qui leur valut leur nom, et quelques-uns, ajoute Diodore, disent qu'elles ont été ainsi nommées des fils de Macaré et Ladion qui y régnèrent. En un mot, ces îles dont je viens de parler se distinguaient des îles voisines par leur bonheur, non seulement dans les anciens temps, mais encore dans notre siècle. Pindare, Horace, Silius Italicus parlent également du séjour des bienheureux. Hérodote qui, plus voisin du siècle d'Hésiode que ses auteurs, aurait dit se conformer davantage à sa tradition et cependant celui qui s'en écarte le plus, il raconte, Livre 3, c. 26, que le territoire de la ville d'Oasis, distante de Thèbes de 7 journées de marche, portait un nom qui signifiait l'île des bienheureux. Après tout, dans un temps où tout ce qu'on rapportait sur l'Afrique occidentale était vague et confus, la renommée avait bien pu placer cette île dans une de ces oasis du désert qui sont réellement des îles de verdure jetées en milieu d'une mer de sable. Si Hésiode a relégué l'île des bienheureux par-delà l'océan, c'est que, parlant d'une chose idéale, il a dû choisir la contrée qui, à cause de son éloignement, se prêtait merveilleusement à tout ce que la mythologie avait de singulier et de mystérieux.
L'existence et la situation de ce séjour fortuné, où la terre produisait des fruits abondants et délicieux, offrent beaucoup de ressemblances avec le jardin où croissaient les pommes d'or des Hespérides. La race de fer, actuelle, trouve encore quelques biens mêlés à tant de maux. Mais un temps plus dur attend cette race, où l'hôte n'est pas à l'abri de son hôte, ni le beau-père de son gendre, même entre frères, la bonne entente est rare. Le mari médite la mort de sa femme, et la femme celle de son mari, de redoutables marâtres mélangent les sucs livides de l'aconite, le fils se demande combien d'années va vivre encore son père. Indignés, Edo et Némésie quitteront alors la terre pour se réfugier dans l'Olympe, alors il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables. Version versifiée par Hésiode, début de citation, plus odieux que je ne vécusse pas au milieu de la 5e génération. Que ne suis-je mort avant que ne puis-je naître après? C'est l'âge de fer, 15, qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront ni de travailler et de souffrir pendant le jour ni de se corrompre pendant la nuit, les dieux leur enverront de terribles calamités. Toutefois quelques biens se mêleront à tant de maux. Jupiter détruira cette trace d'hommes doués de la parole lorsque presque dès leur naissance leurs cheveux blanchiront. Le père ne sera plus uni à son fils, ni le fils à son père, ni l'hôte à son hôte, ni l'ami à son ami, le frère, comme auparavant, ne sera plus chéri de son frère, les enfants mépriseront la vieillesse de leurs parents. Les cruels ils les accableront d'injurieux reproches sans redouter la vengeance divine. Dans leur coupable brutalité, ils ne rendront pas à leur père les soins que leur enfance aura reçus, l'un ravagera la cité de l'autre, on ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu, on honorera de préférence l'homme vicieux et insolent, l'équité et la pudeur ne seront plus en usage, le méchant outragera le mortel vertueux par des discours pleins d'astuces auxquels il joindra le parjure. L'envie au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans relâche les hommes infortunés. Alors, promptes à fuir la terre immense pour l'Olympe, la pudeur et Némésie, 16, enveloppant leur corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers les célestes tribus et abandonneront les humains, il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants, et leurs maux seront irrémédiables. Fin de citation. Explication des strophes concernant l'âge de fer. La peinture de l'âge de fer dans lequel vécut Hésiode démontre que la corruption et la méchanceté avaient fait d'effrayants progrès depuis l'âge des héros. Peut-être l'auteur, par une exagération permise en poésie, en a-t-il rembruni à dessein les couleurs. Quoi qu'il en soit, il doit y avoir de la vérité dans ce tableau, qui atteste un long intervalle entre les 2 siècles d'Homère et d'Hésiode. Le poète exprime le regret de n'être pas né avant son siècle ou du moins le vœu de ne naître qu'après, comme si les âges futurs devaient être meilleurs. Ce tourment de la pensée qui, fatigué du présent, a besoin de se reporter vers le passé ou de se lancer dans l'avenir est commun aux hommes d'une époque de malaise et de transition. Retour Hésiode, pour compléter la peinture d'un siècle d'injustice et d'impiété, nous montre la pudeur et Némésie prête à s'envoler de la terre vers le ciel, la blancheur de leurs vêtements semble indiquer la candeur et la pureté de leur âme. Nous observerons de nouveau qu'Homère n'est pas dans l'usage de personnifier ainsi les idées morales. Autre version du mythe. Platon, évoquant explicitement l'œuvre d'Hésiode, propose une interprétation du mythe dans sa République. Il est censé justifier les inégalités sociales auprès du peuple par le droit naturel. On y apprend que les hommes sont naturellement divisés en 3 races que leur éducation révélera et à chacune desquelles correspond un groupe social. Selon le métal avec lequel chaque homme est mélangé, il appartiendra à l'une ou l'autre de ces races et se verra ainsi attribuer une fonction spécifique dans la cité. Les hommes ayant reçu de l'or à la naissance seront philosophes, ceux d'argent seront gardiens, et enfin, ceux d'airain et de fer se verront affectés aux professions manuelles. Une transmutation vers un autre métal, quel que soit le métal, est possible par filiation. Les parents donnent souvent mais pas nécessairement naissance à des rejetons du même métal que Ovide, dans ses Métamorphoses, ne cite pas 5 races mais 4 âges successifs, l'or, l'argent, le bronze et le fer. Interprétation. Selon Jean Audry, le mythe des âges chez Hésiode dérive de la conception du cycle cosmique présente chez les Indo-Européens. Celui-ci comprend initialement une phase ascendante, une phase descendante et une période obscure. Hésiode ne garde plus que les phases de la décadence. Plus que le métal dont ils sont faits,
car rien ne précise dans les textes que ces hommes sont réellement métalliques, les vertus qui président à leur façon de conduire leur vie, la façon dont se répartissent Dike, c'est-à-dire justice, qui est aussi une déesse, et Ibri, c'est-à-dire des mesures, au sens de rivalité avec les dieux, ou de comportement déraisonnable, la race de bronze, par exemple, ne cessait de guerroyer, dans leur vie détermine leur sort dans la vie future. Chez les hommes de la race d'or comme chez ceux de la race d'argent, c'est la justice qui oriente leur vie en sorte que, après leur mort, les uns comme les autres deviendront des démons, esprits intermédiaires entre les dieux et les hommes. On peut comprendre cette détermination comme une forme de prédestination, comme un accès possible à une forme de sainteté. Le mythe est alors une forme de compréhension de l'humanité et du projet de dépasser le sort commun à sa qualité d'être périssable. Explication de certains mots cités dans ce texte. Anthropogonie ou anthropogonique, l'anthropogonie est l'étude de l'apparition de l'espèce humaine et de son évolution, en utilisant parfois des mythes. À titre d'exemple, ne citons que les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse constituent le second récit de la création qui se situe dans le jardin d'Éden, et correspondent à une anthropogonie à travers les personnages d'Adam et Ève. Ils contiennent des références mythologiques à l'arbre de vie, symbole d'immortalité, et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbole du savoir illimité, caractéristique de Dieu. Le mythe grec de Prométhée, le mythe hindou de Manu, le mythe nordique d'Aeska et Ambla. La mythologie grecque, c'est-à-dire l'ensemble organisé des mythes provenant de la Grèce antique, se développe au cours d'une très longue période allant de la civilisation mycénienne jusqu'à la domination romaine. La rencontre entre les Grecs et les Romains coïncide avec celle de la mythologie grecque et de la mythologie romaine. La première exerce une forte influence sur la seconde, qui ne s'y réduit pas pour autant. Longtemps après la disparition des religions grecques et romaines, la mythologie grecque est utilisée comme sujet d'inspiration par les artistes, et continue à l'être de nos jours. La mythologie grecque nous est parvenue grâce à un vaste ensemble de textes dont les plus anciens sont les épopées d'Homère et les poèmes d'Hésiode, principalement la théogonie, mais aussi par les arts picturaux comme la céramique ou par les monuments sacrés. L'ensemble de ces sources présente des généalogies et des récits qui forment un système doté d'une cohérence limitée. Les mythes grecs témoignent de la représentation que les anciens Grecs se faisaient du monde. Néanmoins, le statut de la mythologie grecque est complexe, car la mythologie dépasse le cadre de la religion. Les personnages et les événements mythiques rapportés par la tradition étaient pour les Grecs, du moins dans leurs grandes lignes, des réalités historiques relevant d'un passé lointain et servaient donc de base de travail aux historiens antiques. Dans le même temps, la mythologie fournit une ample source d'inspiration à la littérature et aux arts grecs antiques. Le mythe prométhéen, dans la mythologie grecque, Prométhée, en grec ancien Prométheux, le prévoyant, est un titan. Figure héritée du transmetteur du feu, Prométhée est surtout connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe pour en faire don aux humains. Courroucé par cet acte déloyal, Zeus le condamne à être attaché à un rocher sur le mont Caucase, son feu dévoré par l'aigle du Caucase chaque jour, et repoussant la nuit. Plusieurs éléments de sa légende tels que son châtiment semblent avoir été empruntés par les Grecs aux légendes du Caucase. L'Olympe, comme son sommet reste invisible, qu'il soit caché aux mortels, par les nuages, ou qu'il resplendisse, lorsque le ciel se dégage, à cause des neiges, l'Olympe a été perçu par les anciens comme un jardin secret, la villégiature des dieux qui y passaient leur temps à festoyer, leur mets et boisson favori étant l'ambroisie qui les rendait immortels, arrosés du fameux nectar, à contempler le monde et à intriguer à travers les destins des hommes. Homère décrit ce lieu comme idéal et paisible, isolé des intempéries telles que la pluie, la neige ou le vent, où les dieux pouvaient vivre dans un parfait bonheur. Ceux-ci y avaient élu domicile après avoir évincé les titans, Ophion et Typhon. Chrono, dans la mythologie grecque, Chrono ou Chronos, en grec ancien Chrono, fils d'Ourano, le ciel nocturne étoilé, et Gaïa, la terre, est le roi des titans, l'époux de sa sœur Rhea et le père des chronies d'Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. Son attribut principal est la faux, avec laquelle il a tranché le sexe de son père, Urano. Les titans formaient la progéniture la plus intelligente de Gaïa et de son fils Urano, le premier couple divin de la mythologie. Zeus, en grec ancien Ze, est le dieu suprême dans la religion grecque antique. Chronide, fils du titan Chrono et de la titanide Rhea,
Marié à sa sœur Héra, il a engendré, avec cette déesse et avec d'autres, plusieurs dieux et déesses, et, avec des mortels, de nombreux héros. Son arme est la foudre. Ibris, la religion grecque antique ignore la notion de péché telle que le conçoit le christianisme. En effet, les Grecs n'imaginaient pas qu'un dieu puisse se préoccuper de ce qu'ils pensaient dans le secret de leur âme, nul enseignement, nulle doctrine susceptible de donner à cette participation affective d'un moment, assez de cohésion, de consistance et de durée pour l'orienter vers une religion de l'âme 10. Il n'en reste pas moins que l'hybris constitue la faute fondamentale dans cette civilisation. Elle est à rapprocher de la notion de Moira, terme grec qui signifie entre autres destin. Les anciens concevaient en effet le destin en termes de partition. Le destin, c'est le lot, la part de bonheur ou de malheur, de fortune ou d'infortune, de vie ou de mort, qui échoit à chacun en fonction de son rang social, de ses relations aux dieux et aux hommes 12. Or, l'homme qui commet l'hybris est coupable de vouloir plus que la part qui lui est attribuée par la partition destinale. La démesure désigne le fait de désirer plus que ce que la juste mesure du destin nous a attribué. Le châtiment de l'hybris, par les dieux, est la némésie, qui fait se rétracter l'individu à l'intérieur des limites qu'il a franchies. Hérodote l'indique clairement dans un passage significatif, début de citation, « Regarde les animaux qui sont d'une taille exceptionnelle, le ciel les foudroie et ne les laisse pas jouir de leur supériorité, mais les petits n'excitent point sa jalousie. Regarde les maisons les plus hautes, et les arbres aussi, sur eux descend la foudre, car le ciel rabaisse toujours ce qui dépasse la mesure. » Fin de citation. Si l'hybris est donc le mouvement fautif de dépassement de la limite, la némésie désigne le mouvement inverse de la rétractation vengeresse. L'hybris n'est pas réservé aux personnages de la mythologie, du domaine de l'imaginaire ni des héros de tragédie, c'était aussi la faute de personnages réels, dont Socrate accuse Alcibiade dans les livres de Platon, et dont traite Pausania dans le Banquet, où l'hybris est considéré comme un défaut caractéristique de la jeunesse. Dans l'organisation sociale archaïque d'Homère, lorsqu'il y a meurtre, la famille ou entourage proche du défunt poursuit personnellement l'accusé, mais celui-ci peut faire intervenir son clan et demander l'abandon des poursuites contre une rançon appelée en l'occurrence prix du sang. Dans son traité des lois, Théophraste dit qu'il existe à Athènes 2 sortes d'hôtels de justice, hôtel de la vengeance et hôtel de l'injure, en fait des pierres sans taille faisant office de tribune devant l'aréopage. L'hôtel du poursuivant s'appelait la pierre de l'implacable, Anédéa, c'est-à-dire celle de la vengeance inflexible, qui refuse de recevoir le prix du sang, et d'ester, avoir pitié. Celle de l'accusé s'appelait la pierre de l'hybris, c'est-à-dire de l'orgueil qui pousse au crime. Héros, les héros et les héroïnes sont des personnages réels ou fictifs de l'histoire, exemplaires de la mythologie humaine ou des arts, dont les hauts faits valent qu'on chante leurs gestes. Ces derniers, édulcorés par la légende dorée des hagiographes, sont passés dans la légende populaire. Les caractéristiques du héros peuvent être physiques, force, vitesse, endurance, etc., ou spirituelles, courage, esprit de sacrifice, lutte pour ses idéaux ou dévouement envers ses semblables. Les héros des temps antiques sont, soit mythiques, ayant une parenté directe avec le Panthéon, c'est le cas d'Hercule, soit légendaires, auquel cas ils sont fréquemment liés à un dieu tutélaire. Le rapport est inversé, ce sont les hauts faits des hommes lors de leur vie qui les divinisent après leur disparition, les rendant immortels dans la mémoire de leurs héritiers. Le culte héroïque est, en Grèce antique, le culte rendu par une communauté plus ou moins importante à un mort fameux ayant vécu dans un passé généralement légendaire et ayant apporté des bienfaits à cette communauté, par exemple comme le fondateur de la cité, comme héros civilisateur ou comme guerrier. Il existait de multiples cultes rendus à des héros, mais aussi à des héroïnes. Un héros est vénéré à l'emplacement de sa tombe, réelle ou supposée. Le sanctuaire d'un héros est appelé héroon, tandis que le sanctuaire d'une divinité est appelé héroin. De très nombreux héros ne sont connus et honorés que dans de petites communautés, villages ou régions. C'est par exemple le cas des héros éponymes des tribus et des dèmes à Athènes à l'époque classique. Les spécialistes de la religion grecque antique ont longtemps considéré que les cultes rendus aux héros différaient nettement, par leur modalité, des cultes rendus aux divinités. De la même façon, on a d'abord interprété les cultes héroïques comme des cultes chtoniens, c'est-à-dire liés à la terre, de même qu'il existe des divinités grecques chtoniennes. Par la suite, plusieurs études ont montré que le culte des héros a souvent recours aux mêmes rites,
cérémonies et célébrations que le culte des divinités. De même, les héros sont invoqués dans les prières comme des puissances divines sur le même plan que les autres, afin de rendre des oracles, d'apporter la guérison, de protéger la communauté, de punir les criminels, etc. Île des bienheureux, dans la mythologie grecque, les îles des bienheureux sont un lieu des enfers où les âmes vertueuses goûtaient un repos parfait après leur mort. Elles étaient placées aux confins occidentaux de la Libye, au sens ancien, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Afrique, donc dans l'océan Atlantique. Leurs fonctions et leurs caractéristiques les rendent très semblables aux Champs-Élysées. Elles ont notamment été décrites par nombre d'auteurs grecs, puis romains. Ceux qui ont vécu dans la vérité, qui ne se sont pas dispersés dans l'agitation et les mauvais désirs et qui ont accompli des actes héroïques, ont le droit d'y séjourner. Indo-Européens, bien qu'aucune culture archéologique n'ait pu être attribuée aux Indo-Européens de manière directe, l'hypothèse majoritaire, sur la base des découvertes génétiques et archéologiques récentes, avance que le berceau de la communauté linguistique indo-européenne serait l'ère de la culture Yamna, située dans la steppe pontique, entre l'Ukraine actuelle et le sud de la Russie. En 2015, 2 études de paléogénétique affirment qu'une migration massive s'est produite depuis la steppe pontique vers le centre de l'Europe, puis le reste du continent à partir de 3000 ans avant Jésus-Christ. En 2019, une nouvelle étude de paléogénétique avance qu'une importante migration d'ascendance steppique s'est produite en parallèle en direction de l'Asie du Sud, attestant la forte correspondance entre l'héritage génétique de la culture Yamna et la pratique d'une langue indo-européenne. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.